Ah, la tulipomanie. Ce nom évoque tout de suite une folie incroyable. Des bulbes de fleurs qui s'arrachent à prix d'or. C'est l'histoire qu'on connaît tous, non? Mais et si cette histoire en fait était en grande partie inventée? Allez, on plonge ensemble dans cet épisode fascinant pour séparer le vrai du faux. Allez, on se transporte un peu dans le temps. Imaginez la scène. On est à Amsterdam en 1637, en plein âge d'or hollandais, à l'époque la nation la plus riche du monde. La ville, c'est une vraie fourmilière. Et là, on a un marin qui revient de des mois et des mois en mer. Il entre dans le bureau d'un riche marchand avec une bonne nouvelle. Une cargaison précieuse vient d'arriver. Le marchand, content, lui offre un hareng pour le remercier. Le marin regarde autour de lui et sur le comptoir, au milieu des soieries, des épices, il voit un truc qui ressemble à un simple oignon. En apparence, rien d'exceptionnel. Sauf que ce n'est pas un oignon, c'est un bulbe de Semper Augustus, une variété de tulipes d'une rareté absolue. Ni une ni deux, notre marin se dit que ça fera un bon accompagnement pour son poisson. Il le glisse dans sa poche, l'air de rien. Une petite collation, voilà tout. À ce moment précis, il n'a absolument aucune idée qu'il est en train de faire, peut-être, l'une des gaffes les plus chères de toute l'histoire. Parce que cet oignon, sa valeur, c'était quoi? Tenez-vous bien, 3000 florins. 3000 florins, ça ne nous parle pas forcément aujourd'hui, mais à l'époque, c'était tout simplement une fortune, une somme colossale. Pour qu'on se rende bien compte, avec 3000 florins, on s'achetait une très belle maison au bord d'un canal à Amsterdam. C'était l'équivalent de plus de 10 ans de salaire pour un artisan qualifié. Autant dire que notre marin venait littéralement de déjeuner avec une maison. Alors cette anecdote du marin, elle est probablement inventée, il faut le dire. Mais elle est parfaite pour nous introduire à la légende de la tulipomanie, une histoire de folie collective qui a été racontée, enjolivée et amplifiée pendant presque 400 ans. Le récit qu'on entend partout, il est incroyable. On nous imagine un pays entier, des plus riches aux plus pauvres, des nobles jusqu'aux ramoneurs, pris dans une espèce de fièvre acheteuse. Des gens qui deviennent riches en une nuit et d'autres qui perdent tout. La tulipe, ce n'était plus une fleur, c'était un billet de loto. Et à la fin, le crash, qui aurait mis toute l'économie néerlandaise à genoux. C'est une histoire géniale, c'est vrai. Une leçon parfaite sur les dangers de la cupidité. Mais la vraie question, celle qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé? Alors, c'est parti, on va déconstruire un peu tout ça, on met la légende de côté un instant et on va voir ce que les historiens et les archives nous disent vraiment sur cette période. Et là, attention, première grosse surprise. On est très loin d'une catastrophe nationale qui aurait ruiné le pays. En réalité, la crise des tulipes, ça a été un événement beaucoup plus limité. Ça n'a touché qu'un tout petit cercle de gens finalement. Du coup, on est en droit de se demander, si ce n'était pas tout le monde, c'était qui alors? Qui étaient ces fameux spéculateurs qui signaient des contrats pour des sommes pareilles? Eh bien, les recherches historiennes comme Anne Goldgar sont très claires là-dessus. Les spéculateurs, ce n'était pas le commun des mortels. Non, c'était des marchands aisés, des bourgeois, des notables, bref, des gens qui avaient déjà de l'argent et un bon carnet d'adresses. Pour eux, les tulipes, c'était un peu un hobby, un investissement à côté. Certainement pas le genre de pari où on mise toutes ses économies. Cette histoire du bulbe qui vole au prix d'une maison, c'est une grosse simplification. C'est même trompeur. En fait, la réalité, c'est qu'il y avait deux marchés. D'un côté, oui, quelques variétés ultra rares, de vrais objets de collection qui pouvaient atteindre des sommets, mais de l'autre, la grande majorité des bulbes, les plus communs, restaient à des prix bien plus raisonnables. Là, on a des données de l'époque qui le montrent bien. On voit que les prix des bulbes communs varient, bien sûr, il y a des pics, mais on n'est pas du tout dans les sommes folles de la légende. Et puis surtout, il y a un détail crucial. La spéculation se faisait avec un nouvel outil financier, le contrat à terme. C'est-à-dire qu'on n'échangeait plus le bulbe physique, mais seulement la promesse de recevoir un bulbe plus tard. Et tout bascule en février 1637. À Haarlem, une vente aux enchères est prévue. Et là, c'est le silence radio, aucune offre. Personne ne veut acheter. La panique commence à se propager. Le crash, en fait, ce n'est pas un effondrement financier comme on l'imagine. C'est juste que quand les prix ont commencé à baisser, les acheteurs ont dit « Ah non, finalement je ne paye pas ». Ils ont refusé d'honorer leur contrat. Le vrai problème, ça a été une crise de confiance, une crise de réputation. Et ça, pour des commerçants hollandais, c'était gravissime. Ok, donc si l'histoire de la folie générale et de la ruine nationale est fausse, alors d'où elle sort cette histoire? Et pourquoi est-ce qu'elle nous colle à la peau depuis si longtemps? C'est peut-être la partie la plus intéressante. Et là, c'est la révélation la plus folle de toute l'histoire. Le mythe de la tulipomanie, ce sont les Néerlandais eux-mêmes qui l'ont inventé. Et pas des siècles après, non. Ils l'ont créé sur le moment, juste après la crise. Regardez ça, c'est une sorte de preuve, une pièce à conviction. C'est un des nombreux pamphlets de l'époque, des sortes de petits journaux satiriques qui se moquaient des spéculateurs. Ces textes, souvent avec des caricatures, ont complètement forgé l'image qu'on a aujourd'hui de l'événement.
Et le message de ces pamphlets était très clair, il fallait faire passer les spéculateurs pour des idiots, des joueurs compulsifs sans aucune morale. On voulait faire croire que ce n'était pas une nouvelle façon de faire du commerce, mais une sorte de maladie, une folie qui mettait en danger toute la société et la bonne réputation du pays. Mais pourquoi faire ça? Pourquoi créer ce mythe? Eh bien, il faut comprendre que pour les Hollandais de l'époque, spéculer sur de simples promesses, c'était complètement nouveau. C'était bizarre, ça faisait un peu peur. Alors en traitant ça de manie, de folie, c'est une façon de dire « ce n'est pas nous, ce n'est pas normal ». Ça permettait de condamner le phénomène, de l'isoler et de préserver leur image de commerçants sérieux. En gros, c'était une manière de reprendre le contrôle de l'histoire. Bon, on arrive à la fin. La question qui reste, c'est pourquoi cette histoire, qui a presque 400 ans et qui est, on vient de le voir, en grande partie un mythe, pourquoi est-ce qu'elle nous fascine encore autant aujourd'hui? C'est parce que le parallèle avec notre époque est juste évident. La tulipomanie, c'est devenu le symbole, la métaphore parfaite de toutes les bulles spéculatives. Dès qu'un truc nouveau apparaît, que ce soit les actions Internet dans les années 2000 ou les crypto-monnaies aujourd'hui, et que les prix s'envolent, hop, on ressort l'histoire des tulipes comme un avertissement. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la route. Ce que l'histoire de la tulipomanie nous apprend, c'est surtout à quel point le récit, l'histoire qu'on raconte autour d'un événement économique est puissant. Alors la question qu'on peut se poser en regardant autour de nous aujourd'hui, c'est quelles sont les bulles actuelles qui sont en train de créer leurs propres mythes? Des mythes que, peut-être dans 100 ou 200 ans, d'autres essaieront de démêler comme on vient de le faire.